Mes chers amis, mes chers compagnons, un immense merci d'être venus aussi nombreuses, aussi nombreux. Je voudrais tous vraiment vous remercier. Je voudrais remercier l'équipe qui a fait un sans faute depuis hier. J'ai recueilli beaucoup de confidences des uns et des autres. Je voudrais remercier Othman, je voudrais remercier Jeanne, je voudrais remercier tous les jeunes qui ont participé au succès de ce grand rendez-vous de la droite. Vous êtes 2500 et ce qui m'a le plus touché, c'est de voir votre enthousiasme. C'est de voir depuis hier ces sourires, ces visages éclairés, portés par une espérance, portés par un espoir et heureux tout simplement d'être ensemble. Ça fait si longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation de ces 2 jours ? Un immense merci une fois de plus. Je voudrais remercier toutes les personnalités qui sont là. Elles sont nombreuses, je ne pourrais pas les citer toutes et tous. Je voudrais citer Gérard, le président charismatique du Sénat. Y a-t-il dans l'histoire de la Ve République un président du Sénat qui a aussi bien incarné son institution que Gérard? Je ne le crois pas. Merci et bravo à toi, Gérard. Je voudrais saluer vraiment tous les ministres. Moi, je suis fier d'être un ministre républicain et d'avoir à côté de moi, croyez-moi, des ministres qui tiennent la route. Je ne veux pas les citer tous, mais je veux leur dire qu'ils font un boulot fantastique. Je voudrais évidemment avoir un mot particulier pour Michel Barnier parce que c'est lui qui nous a embarqués dans cette aventure. Cette aventure qui comportait des risques. Parfois, on y est allé un peu à reculons, parce que c'était la terra incognita. Il y a très exactement 1 an, Michel, à quelques jours près, je crois, nous en parlions ce matin, tu avais été désigné comme Premier ministre et tu nous as ouvert, je crois, un champ nouveau. Je voudrais vraiment, pour cela, te remercier. Je veux remercier bien sûr nos présidents des groupes parlementaires, François-Xavier qui vient de faire une table ronde, qui porte la voix en Europe, Laurent pour l'Assemblée nationale, Mathieu pour le Sénat, bien sûr. Et vous me permettrez de saluer, elle est venue hier, elle n'était pas obligée, hein, elle est revenue cet après-midi. Valérie, la présidente de région. Merci Valérie. Je peux vous dire que c'est une région qui est bien gérée. Je suis ministre de l'Intérieur, on en parlait, on a inauguré il y a si peu d'ailleurs un certain nombre d'équipements de sécurité. Rares sont les régions qui font autant que la région des Pays de la Loire. Pardon, c'est mon ancienne région. C'est vrai? Merci. De l'Île-de-France pour la sécurité. Merci. Je voudrais aussi saluer des amis parlementaires qui sont ici. Bien sûr, les députés européens, je vois Nadine, je vois aussi Isabelle que j'ai aperçue il y a quelques minutes. Je voudrais saluer nos députés. Bien sûr, ils sont nombreux, nos sénateurs, tous nos élus, qu'ils soient maires, qu'ils soient conseillers départementaux, conseillers régionaux, les présidents de fédérations, les secrétaires départementaux. On a eu une belle réunion ce matin. Et je veux dire à ces présidents de fédérations qui ont tenu bon dans la tempête, à nos secrétaires départementaux, qu'ils ont une double charge, la charge de raviver la lame de la combativité et d'entretenir aussi le feu, justement, de nos convictions. Merci à elles et merci à eux tous. Merci mes chers amis les militants de la première heure, ceux qui sont là depuis des années, ceux qui ont tenu par des temps de tempête, des temps de trahison aussi, de défaite, et ceux qui sont revenus. Et je me suis toujours promis de faire en sorte que ce que nous avons fait avec nos militants, nos adhérents, nous pourrions demain le faire avec nos électeurs. Il y a une moisson à faire. Nous allons la faire ensemble, mes amis. Croyez bien. Un mot sur les 12 derniers mois. Je parlais il y a quelques instants de la nomination
d'un Premier ministre qui était dans nos rangs, c'était Michel Barnier, c'était sa nomination du 5 septembre. Aujourd'hui, comme hier, je n'ai pas pu, dans ma tête, refaire ce film de ces 12 derniers mois. Il y a tellement de choses qui se sont passées. On a hésité à participer au gouvernement. On sait aujourd'hui que nous avions eu raison. Tant de choses ont changé. En quelques mois, alors que nous étions menacés d'effacement médiatique, nous occupons désormais la première place de l'actualité. Nous sommes en tout cas au cœur du débat public, mes amis. Nous avons aussi renoué avec les victoires aux municipales partielles, aux législatives partielles aussi, et demain, j'espère, la victoire aux législatives à Paris de Michel Barnier. Mais surtout, nous avons renoué, retissé un lien de confiance. Sans doute est-il encore trop fragile avec les Français. J'en veux pour preuve le sondage qui est paru il y a quelques jours. Si jamais il y avait une dissolution, ce sondage plaçait notre famille politique à hauteur de 13% des votes. 13%. C'est 5 points de plus qu'il y a un an. 13% par rapport au score du bloc central qui est à 15 et nous à 13. À 15, mais à 4 partis. Modem, UDI, Horizon, Renaissance. Vous vous rendez compte le chemin que nous avons fait en quelques mois? Les Français nous ont redécouvert. Ils ont découvert une droite utile, mais une droite courageuse. C'est celle qu'avec vous, il nous faut refonder aujourd'hui en passant les obstacles. Et ils sont nombreux. Je vais y revenir dans quelques instants. On doit avoir le triomphe modeste. Parler de triomphe, c'est trop tôt. Ne boudons pas en tout cas notre plaisir. En revanche, ce que je veux vous dire, par esprit de sincérité, cet après-midi, c'est que si on ne doit pas bouder ce plaisir, tout peut être rapidement gâché. Parce que la période, les semaines, le mois dans lequel nous sommes entrés, ce sont des semaines, ce sont des mois sans doute qui sont dangereux, où tout est en train de brouiller. Écoutez les uns les autres, sur vos postes de télévision, de radio, parfois la chronique. Ces acquis sont fragiles, mes amis. C'est ce que je veux vous dire. Cette force, nous la construisons progressivement, avec vous, grâce à vous. Moi, je suis votre président, et je ne veux pas qu'elle soit défaite. Oui, il y a toujours une diversité. Mais notre mouvement, s'il n'est pas un casernement, ne doit pas non plus être une auberge espagnole. Cette unité, nous devons la préserver. Je sais que l'époque est difficile. Je sais que cette curieuse décision du Premier ministre nous a placés dans l'embarras. Je me mets à la place de nos amis députés. Votez oui, votez non, s'abstenir. Je sais qu'il n'y a rien d'évident. Mais précisément parce que quand tout est brouillé, quand tout est confus, je pense qu'il faut revenir à une ligne de conduite. Nous sommes la droite. Cette ligne de conduite doit être droite. Ça ne doit pas être le zigzag. Ça ne doit pas être l'oblique, comme les crabes sur les plages de Vendée. Vous ne les avez jamais observés. C'est parce que vous n'êtes jamais venu en Vendée. Vous devriez. Plus souvent. Voilà. Et si vous ne voulez pas que notre crédit soit ruiné si vite, trop rapidement, il faut qu'on puisse se tenir à cette ligne de conduite. Cette ligne de conduite, ce qui doit la tenir, ce sont la cohérence, l'indépendance et nos convictions, par-dessus tout les convictions. D'abord la cohérence, la question qui sera posée à l'Assemblée nationale demain. Parce que croyez-moi, il y a 3 mois, arithmétiquement, je savais, je peux vous le confesser, que le 7 c'est avant le 8, mais ce que je ne savais pas, c'est que ça veille d'un vote de confiance. Ça c'est clair, évidemment. Mais cette question, ce n'est pas pour ou contre le Premier ministre. C'est l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur une question qui est une question pour nous qui est cruciale. Nous avons été constamment la famille politique
qui a affirmé et qui a dit, redit aux Français que la dette, le surendettement, c'était une menace grave, un danger existentiel en termes de souveraineté, de liberté. Nous sommes gaullistes, d'indépendance, quand précisément 55% de notre dette est détenue par des mains étrangères. Nous avons dénoncé ce risque, cette bombe à retardement. Et vous voudriez que je ne suis pas député, que moi, je trahisse mes convictions, que je dise que tout ça n'est pas grave, que peu importe. Parce que demain, après-demain, Premier ministre ou pas, le problème restera. Et plus grave encore, il ne faut pas être ministre de l'Intérieur pour voir que ce mois de septembre est dangereux. Le 8, crise politique. Le 10, social. Le 12, peut-être la question de notre signature, de la dette souveraine française. Et le 18, un mois de septembre qui est le mois de tous les risques. Et ces risques, les ingénieurs du chaos veulent capitaliser. Ils veulent appuyer sur ce levier précisément pour que demain, ils installent le désordre. Alors oui, pour moi, la dette, je le redis devant vous solennellement, c'est une bombe à retardement. Et moi, je ne souhaite pas rejoindre celles et ceux, ces ingénieurs du chaos, oui, je le dis, je le répète, qui voudraient allumer la mèche lente et même peut-être rapide, plus rapide qu'on ne pourrait le croire, de cette bombe, de cette explosion financière. C'est une question de constance et je pense que notre famille politique doit avoir cette cohérence chevillée au cœur. Sinon, notre crédit sera ruiné, mes amis. L'indépendance aussi. Bien sûr, nous ne sommes pas macronistes. Nous appartenons à un gouvernement. Nous y sommes rentrés dans les conditions que je vous ai citées il y a quelques instants. Ça ne fait pas de nous, évidemment, des macronistes. Trouvez-moi un ministre de l'Intérieur, depuis le début de la Ve République, qui est autant affirmé que moi ses différences sur l'Algérie, sur la Corse, etc., sur l'immigration. Vous n'en trouverez pas. Nous sommes différents et nous tenons à notre singularité, parce que sinon on est mort. Mais pour autant, nous sommes aussi totalement indépendants du socialisme. Il est hors de question, comme vous le savez, qu'on accepte demain qu'un Premier ministre socialiste soit nommé à Matignon. Mes amis, mes compagnons, nous sommes entrés, je l'ai dit, je le redis, pour que ce soit bien clair, au gouvernement, c'était pour faire barrage à la gauche mélenchonisée. C'est pas pour qu'elle revienne par la fenêtre. Parce que ce qui a fait le plus de mal à la France, c'est le social-étatisme. Écoutez le discours de Blois. Écoutez M. Faure. Vous savez ce que c'est que le social-étatisme? C'est très simple. Ça tient en 3 axiomes. 1, tout ce qui bouge, on le taxe. 2, ce qui bouge encore, on le réglemente. Et 3, ce qui bouge plus du tout, on le subventionne. Là, vous avez la recette qui a mis la France en l'air. Donc, ça n'est pas un problème de sectarisme, ni d'acrimonie vis-à-vis de tel ou tel. C'est simplement que jamais nous ne nous associerons à des mesures, à des vieilles lunes qui ont contribué à affaiblir notre pays. Et enfin, l'exigence. Demain, je ne sais pas si nous ferons partie d'un nouveau gouvernement. Ça dépend, et je l'ai dit, ça ne peut pas être automatique. Ça dépend d'un certain nombre de conditions. Les conditions pour lesquelles nous sommes entrés au gouvernement, éviter le pire, éviter les pires, vous savez lesquels ils sont, c'est aussi faire en sorte que nous puissions avoir comme base programmatique ce qui peut redresser la France, pas ce qui peut l'affaiblir. Ça servirait à quoi, mes amis, d'entrer dans un gouvernement qui voudrait affaiblir encore plus la France en termes de sécurité, d'immigration, en termes budgétaires, en termes financiers,
en termes économiques, soit en matière de compétitivité, soit en matière de pouvoir d'achat. Ne comptez pas sur nous dans ces conditions pour y rentrer. Cette exigence, nous devons l'avoir pour nous-mêmes d'ailleurs, pour nous mettre au travail, pour mettre sur la table, j'en parlerai tout à l'heure, un certain nombre d'idées nouvelles. C'est cette exigence. Je compte sur Annie et sur vous tous. Elle préside la CNI pour que nous puissions avoir de bons candidats au municipal. Et je le dis aux jeunes qui sont ici. Avant de m'applaudir, je disais ce que je voulais vous dire. Attendez pas qu'on vous fasse la place dans les communes. Allez-y. Il y a plein de communes qui n'auront pas de candidats, qui seront en mal de candidature. La meilleure chose pour vous, c'est de vous engager jeunes. On a besoin de votre enthousiasme. C'est un apprentissage. C'est le plus bel apprentissage de la politique, de se mettre au service des autres, par des associations, caritatives ou non, mais aussi par l'engagement municipal. Donc Annie, il va falloir rajeunir nos candidats, n'est-ce pas? Voilà mes amis, ce que je voudrais vous dire simplement, pour terminer cette rubrique plus d'actualité, parce que je veux, avec vous cet après-midi, qu'on puisse se projeter vers l'avenir. Mais pour terminer, je crois fondamental, vraiment, de vous affirmer, de déclarer solennellement que je vois très bien le chemin qu'il y a devant nous. Oui, il y a un chemin. La France n'est pas à gauche. La France est à droite et nous représentons le barycentre de ce que veulent les Français, des idées qu'ils souhaitent. Simplement, on peut tout ruiner. Vous connaissez le plus grand ennemi de la droite? C'est pas la gauche, c'est la droite, c'est nous-mêmes. J'adore la musique, vous le savez. Passez le temps de pratiquer. J'adore les symphonies, la polyphonie, mais la cacophonie, c'est pas possible. Voilà, merci. Donc revenons-en à notre avenir et aux perspectives que je voudrais lancer devant vous et avec vous cet après-midi. Parce que je pense que ce rendez-vous de la droite, c'est à la fois une fin et j'espère un nouveau commencement. La fin d'une droite ancienne qui, à mon avis, a souvent été trop paresseuse, trop heureuse, et l'avènement d'une droite qui veut faire du neuf, avec des visages qui sont neufs, mais aussi avec des visages qui le sont moins parce qu'on a besoin des deux, de l'enthousiasme des jeunes, de l'expérience des plus anciens. Et ça, j'y tiens beaucoup. Mais on doit tourner la page. On doit tourner la page d'une droite qui a trop souvent été paresseuse, trop souvent été peureuse. Paresseuse, je vais prendre simplement un exemple. Je suis heureux, j'ai entendu tout à l'heure, mon cher Othman, voilà, les scores pour les statuts. Vous savez que les anciens statuts ont failli nous tuer. On avait procrastiné, on avait empilé, ce qu'on ne veut pas faire d'ailleurs au niveau national, des règles sur des règles, à tel point que tout ça paralysait la vie de notre parti. Et désormais, grâce notamment à Guillaume, l'arrivée, et puis aussi à Daniel Fasquelle, nous avons de nouveaux statuts qui vont permettre au président de présider, ça je l'assume. Quand on est un parti un peu gaulliste, on est un petit peu aussi bonapartiste, mais aussi avec un certain nombre de contre-pouvoirs, une vie démocratique. Et je la mettrai en œuvre. Mais ce qu'on a fait pour les statuts, on doit le faire aussi en trouvant des idées nouvelles. Il va falloir qu'on sorte de notre zone de confort. Quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'ai dans mon bureau, dans mes bureaux même d'ailleurs, le portrait, c'est le maréchal Jean Delatte de Tassigny. Celui, vous savez, qui a signé le 8 mai 1945 à Berlin l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Il avait une phrase, qui est une phrase que je reprends, que je cite devant vous, en disant « C'est bien de frapper l'adversaire, mais c'est encore mieux de frapper les imaginations. » Ben, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on doit faire. On n'a pas toujours été les meilleurs pour trouver des idées nouvelles, pour imaginer quelque chose d'entièrement neuf, parce que c'est difficile. Souvent, c'est condamné à être des perroquets, à répéter inlassablement, comme des tracts, des slogans. Il va falloir qu'on invente, qu'on défriche des nouveaux chantiers, parce qu'il y a des questions nouvelles qui se posent à nos compatriotes, et qu'on réinvente aussi des nouvelles solutions
sur des questions qui sont plus anciennes et qui sont des questions qui sont permanentes. C'est cela qu'on doit faire. Et j'espère que, comme moi, vous êtes convaincus. J'entendais il y a quelques instants Robert Ménard qui taquinait notre députée européenne, Céline, sur les années 68, faire du neuf, faire du vieux. Évidemment, en politique, la nostalgie, ça n'est pas une stratégie. Et c'est aussi stupide de dire qu'hier, c'était génial, mais c'est aussi stupide de dire que demain, ça sera extraordinaire. C'est stupide. Moi, ce que je souhaiterais vous proposer, c'est faire en sorte, en adoptant ce qu'avait dit un jour, il y a un peu de temps, un Premier ministre britannique, il y a suffisamment de temps pour qu'il soit oublié d'ailleurs, ce qui est pratique. Ce que je souhaite, c'est qu'il faut que l'on réforme ce qu'il faut justement, et que l'on conserve ce qui vaut. Je m'explique. Réformer. Réformer parce qu'on est au bout d'un cycle. Il n'y a aucune rustine qui résistera. Il faut faire du neuf. Le statu quo, ça n'est même plus une option aujourd'hui. Vous avez vu à Tianjin, il y a quelques jours, toutes ces puissances qui nous contestent, qui contestent nos valeurs, qui contestent notre modèle. En Chine, la Russie, l'Inde, etc. 3,5 milliards d'habitants qui se dressent face à nous, face, comme ils disent, à l'Occident collectif. Le monde dans lequel nous sommes entrés, ça n'est pas un monde plus civilisé, c'est un monde plus archaïque, où la force cherche à s'imposer au droit. Ça suppose évidemment que nous aussi nous ayons une réponse continentale, parce que ce sont des plaques continentales qui se dressent aussi contre nous, avec leur civilisation, leur idéologie. L'Europe a toute sa place à jouer, à la condition qu'elle abandonne sa naïveté. Bien sûr. L'Europe a fait le choix, plutôt que de l'innovation, de la réglementation. Elle a fait le choix des consommateurs plutôt que des producteurs. Et on a vu ce que ça a donné. Les usines qui se sont délocalisées, les emplois industriels qui ont été écrabouillés. L'Europe doit se réveiller, doit assumer une puissance. Elle doit abandonner ce à quoi elle a cru, croyant sans doute un philosophe du 19e siècle, français. 19e siècle, donc ça n'est pas François-Xavier Bellamy. Et lui ne se trompe pas. Benjamin Constant, l'âge de la guerre est terminé, l'âge du commerce commence. Eh ben non, la guerre est partout. Et la guerre, elle est même dans le commerce. Donc il faut changer cette Europe. Il faut changer sa réponse, ses logiciels. Mais la France, ce monde d'hier, il est révolu définitivement. La France d'hier aussi, on n'y reviendra pas, mes amis. C'est une évidence. Réformer, oui, réformer ce qu'il faut, parce que sinon c'est la paralysie. Et tous les autres pays, tous nos partenaires se sont réformés. Ils ont eu ce courage. Mais conserver ce qui vaut. Conserver ce qui vaut. C'est-à-dire des repères, des paysages, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, culturels, des cadres communs qui doivent être mis à part et qui ne peuvent pas être broyés par la loi du mouvement permanent. Ça n'est pas possible. Je sais que, en disant cela, je serai critiqué. Mais je n'ai aucune leçon, pas plus moi que vous, mes compagnons, à recevoir de celles et de ceux qui, depuis des années, des décennies, nous ont fait justement la leçon, en disant que le temps des nations s'était terminé. Les frontières, il fallait les abaisser. La globalisation, à tout craint, c'était génial. Que les peuples étaient interchangeables pour les besoins économiques, évidemment, du matérialisme, du consumérisme. Or, les êtres humains qui composent les peuples ont besoin de racines. Ne sont pas des plantes artificielles. Et partout, d'ailleurs, dans toutes les nations occidentales, il y a cette révolte, il y a cette colère, comme l'expliquait d'ailleurs un peu ce matin Dominique Régnier. Le patrimoine immatériel, ça compte. Et ça compte ceux qui veulent parler aux catégories populaires oublient souvent une chose. Bien sûr qu'il faut parler pouvoir d'achat. Mais ce sont les Françaises et les Français les plus modestes qui tiennent le plus à
à leur patrimoine immatériel. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de patrimoine matériel. C'est ce qu'un jour... C'est ce qu'un jour, quelqu'un avait dit, il était de gauche d'ailleurs. Il avait dit en disant, voilà, la patrie c'est le seul bien de ceux qui n'en ont pas. On tient à ce patrimoine immatériel. Et on doit pouvoir parler aux Français, à tous les Français, de toutes les catégories, d'améliorer leur sort, leur niveau de vie bien sûr, et aussi leur mode de vie, au moment où parfois ils se sentent étrangers. Alors nous, on devra faire aussi ces choix. Nous aussi, on devra faire ce travail. Et quand je disais qu'il va falloir revisiter les thèmes anciens, regardez la politique familiale. Là encore, il en a été question pendant le week-end. Vous vous rendez compte que désormais, il y a plus de décès que de naissances. La démographie, c'est le destin d'un peuple, c'est le destin d'une nation. Est-ce que nous voulons disparaître ou est-ce que nous voulons précisément demeurer? Partout, dans toutes les nations occidentales, il y a une demande de protection, il y a une demande de continuité historique, il y a une demande pour des repères, pour la mesure, pour des limites. Pour la politique familiale, il ne suffira pas de dire il faut augmenter le quotient, il faut rétablir l'universalité. Il faut trouver un certain nombre d'autres solutions. Et il y en a, on y reviendra. Idem sur l'État. Quel État nous voulons? Bien sûr que quand je parle du social-étatisme, moi, je suis français et je sais que c'est l'État qui précède la nation, que c'est l'État qui a fait la nation. Et je sais que le monde dangereux réhabilite le rôle de l'État. Mais à quoi ça sert un État bureaucratique qui est en train de s'effondrer sur lui-même, tatillon dans le détail, pour s'immiscer dans la vie des Français et qui oublie précisément ce pourquoi il a été fait, l'État régalien. Je peux vous le dire, j'en sais quelque chose. Mais là encore, les conditions actuelles font qu'il faudra réfléchir sur ce que doivent être demain les services publics. Au moment où l'intelligence artificielle peut, chère Constance, chère Virginie, faire le travail de centaines de guichets. Aider d'ailleurs, aussi bien les prises de notes de nos gendarmes, nos officiers de police judiciaire. Il faut y réfléchir. Quelle fonction publique voulons-nous avoir au moment où les carrières sont beaucoup plus fluides? On ne fait pas le même métier à 20 ans qu'on va le faire à 30 ans, à 40 ans. Est-ce que le statut est compatible? Oui, sans doute pour le régalien. Mais il faut aussi développer le contrat. C'est beaucoup plus souple, évidemment. Donc il va falloir, mes amis, changer et je pense surtout renouer avec ce qui a été, au fil des années et par le passé, la grande inspiration de la droite française. Cette inspiration qui lui a permis d'accorder, de conjuguer les grandes permanences de notre nation, les grandes permanences françaises, avec ces sursauts, ces soubresauts, les grands basculements du monde. C'est ce à quoi nos secrétaires nationaux devront se préoccuper, se confronter. Nous les nommerons dans les prochaines semaines. Il y a un énorme travail aussi à faire dans les différents groupes, justement, qui sont en train de nous proposer un certain nombre de solutions. Donc voilà, la droite paresseuse, au travail. C'est notre job. Et puis, la droite peureuse, celle qui a fait partir tant de nos compagnons, tant de nos électeurs, pas par centaines de milliers, par millions, par millions. Ils sont partis parce qu'ils ne nous reprochent pas d'en avoir trop fait, mais de ne pas en avoir suffisamment fait. Je suis de cette génération qui a connu une droite qui avait peur de ce nombre, de cette génération qui a retenu ce que Maurice Druon avait dit un jour sur la droite. En France, il y a deux partis de gauche, dont l'un par convention s'appelle la droite. On en était là. Nous en étions là. Évidemment, pour la gauche, tout ce qui n'était pas à gauche était fasciste, condamné ad Hitlerum. C'était clair. Là encore, souvenez-vous, un Premier ministre de François Mitterrand. Quelle est la différence entre la droite et l'extrême droite? Vous savez ce qu'il répondait? C'est la différence entre une pensée et une arrière-pensée. Ça dit tout. Et ça nous a tétanisés. Ça nous a paralysés bien souvent. Eh bien, mes amis, grâce à vous,
grâce à votre courage, à votre présence. Ce temps-là est fini. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur de nous-mêmes, nous sommes au contraire. Nous n'avons plus peur de ce que nous sommes et au contraire, nous revendiquons nos idées, nous revendiquons notre identité. Nous n'avons pas peur de dire même lorsque cela choque, de dire que l'immigration, ça n'est pas une chance au moment où il y a une panne, non seulement de l'assimilation, mais tout simplement de l'intégration. François Noël le sait bien. Si on veut mieux intégrer, mieux assimiler, il faut moins accueillir. C'est une question de nombre. Pas peur de dire aussi que, pardon, cher Robert, les délires et les conséquences des délires 68 arts ont engendré une fabrique de barbares. Parce que sous les pavés, c'était pas la plage. Sous les pavés, c'était la rage. Une rage juvénile d'adolescents qui ne se sentent plus tenus par rien, si ce n'est par un désir de toute puissance. Cette rage, on ne la soignera pas avec le laxisme, avec la mictivisation. On la soignera avec la sanction et la responsabilité. La sanction et des courtes peines de prison dès les premiers délits graves. J'en ai marre de voir des fiches de police, des fiches de gendarmerie qui mettent en cause gravement des adolescents pour des crimes. À chaque fois, je demande à ce que l'on mette les antécédents judiciaires. Il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20, il y en a souvent plus de 30, parce qu'on n'a rien fait, on n'a pas sanctionné par lâcheté, par idéologie. Ce temps-là aussi devra être terminé. Et puis bien sûr, la responsabilité, celle des familles. Enfin écoutez, on a un peu de bon sens. La France des honnêtes gens, c'est la France du bon sens. Qu'est-ce que des gamins de 10 ans, de 11 ans ont à faire dans les rues à minuit ou à 1h du matin? On les livre en réalité à la violence. On les livre aux narcotrafiquants. Ils en sont les premières victimes. Parce que le narcotrafic, ce sont des enfants soldats et des enfants victimes. C'est ça la réalité. Et, pardon de vous le dire, mais c'est le rôle des familles. Une famille qui reçoit des allocations familiales, pardon, c'est pas un droit, c'est pas un dû. Il y a en face du droit, il doit y avoir un devoir. Et ce devoir, c'est d'élever correctement ses enfants. Pas peur de dire, pas peur d'agir. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retroussés les manches. C'est pas toujours facile. On a mis la main dans le cambouis, justement pour être utile à la France. Pour éviter le pire. Éviter les pires surtout, qui sont toujours là. Qui sont dès demain d'ailleurs en embuscade. Dès demain en embuscade. C'est les amis de M. Mélenchon. Ceux qui voulaient envoyer en prison les préfets de la République. La République, c'est pas M. Mélenchon, ce sont les préfets de la République, de France. Les amis de M. Mélenchon qui, sur des posts, sur les réseaux sociaux, ont eu l'incroyable indécence de déclarer que la police tue et qu'elle tue partout. Alors que chaque jour, Thibault Montbrial nous le rappelait ce matin, plusieurs policiers et gendarmes chaque jour sont blessés pour vous protéger, pour nous protéger. Oui, les insoumis sont la honte, mes amis, mes chers compagnons de la République. Ils pactisent avec l'antisionisme, qui attise les braises de l'antisémitisme. Ils draguent le vote confessionnel en communautarisant la République. Ça n'est pas ça, la République. Ça n'est pas notre République à nous. Je le suis déjà, président.
Mes amis, ce que nous voulons, c'est une droite courageuse. C'est parfois difficile, dans les temps qui courent, d'être courageux. Qu'est-ce que le courage? Je répondais tout à l'heure à des journalistes qui posaient la question incidente. En fait, qu'est-ce que le courage en politique? Je pense que le courage en politique, plus j'avance, plus je crois qu'on peut le définir par la prise de risque. Avoir du courage, c'est prendre des risques, pas prendre la tangente. Avoir du courage, c'est faire en sorte d'assumer ce pourquoi les Françaises et les Français nous ont élus ou nous ont désignés. C'est ça le courage en politique. C'est vrai, ça n'est pas facile. Dois-je vous dire que chaque jour, j'éprouve la difficulté, que chaque jour, je vois bien les obstacles. Moi qui aimerais tant faire voter de grandes lois en matière de sécurité, d'immigration, d'islamisme, etc. Et je suis retenu parce que nous n'avons pas arithmétiquement la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, je sais ce que c'est limite. Mais pour autant, nous avons eu, et je veux vous le dire, des résultats. Je ne sais pas ce que ce sera demain. La droite, depuis 2012, a contesté et a voulu l'abrogation de la circulaire Valls, qui était en réalité la régularisation à Tour-Larigot. Qui a pris une circulaire pour abroger justement la circulaire Valls? C'est vous, c'est nous, mes amis. Et depuis, d'ailleurs, la régularisation, les régularisations ont baissé de 33% au moment où je vous parle. La droite n'osait même plus parler d'assimilation. On parle toujours d'intégration. Le problème, c'est que l'assimilation, on n'y arrive plus, et l'intégration, c'est aussi l'échec. Qui a fait une circulaire au préfet pour que les naturalisations se fassent sur le principe de l'assimilation? Parce que c'est notre loi, c'est l'article 21-24 du Code civil. Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas assimilé à la communauté française. C'est la loi française. Plus personne ne s'y référait. Je m'y suis référé. Et vous savez pourquoi? Parce que l'assimilation, c'est la République. C'est la possibilité donnée à l'autre d'être insemblable, complètement insemblable, d'avoir le droit de vote, d'avoir tous les droits, mais aussi les mêmes devoirs. C'est le droit à la ressemblance plutôt que le droit à la différence. C'est ça la République. C'est ce qui caractérise notre nation, qui n'a jamais été une nation ethnique, mais qui est une nation civique. Qui a mobilisé nos partenaires européens pour réviser la fameuse directive qui a été construite? Les députés européens la connaissent bien. La directive retour. Imaginez, au début des années 2000, qui est une plaie. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'instituer des contrôles aux frontières quand, grâce à cette directive ou à cause de cette directive, le clandestin qui arrive a le choix d'un départ volontaire. Puisqu'il a le choix, forcément, il s'évapore dans la nature. Cette directive sera transformé, sera changé avec un autre principe. Le principe cardinal, ce sera l'éloignement forcé. C'est nous qui avons réuni une grande majorité des États sur les positions françaises. C'est ça le courage. Par contre, les amis, ceux qui nous donnent des leçons, là, je les entends, côté droite ou gauche d'ailleurs, qui n'a pas voulu voter les 15 heures de contrepartie du RSA, d'activité? C'est le Rassemblement national. Qui n'a pas voulu voter la réforme des retraites, urgente? C'est le Rassemblement national. Parce que sans doute c'était populaire, on s'en fiche. Il y a des années, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y en a 1,6. On va dans le mur. Je vous proposerai d'ailleurs un certain nombre de propositions par la capitalisation, ce qui nous permettra de faire un fonds souverain, mais la différence avec les autres, c'est que nous mettrons sur la table des modalités très pratiques, mon cher Pierre, sur la transition qui nous permettra justement aux Français de bénéficier, ce dont les fonctionnaires de France bénéficient d'ailleurs, la capitalisation individuelle ou même collective. Pourquoi est-ce que tous les salariés ne pourraient pas en bénéficier? Ça sera bon pour leur retraite, croyez-moi. C'est le Rassemblement national qui d'ailleurs, récemment, il y a quelques semaines, avait répondu à un journaliste qui l'interrogeait sur le fait de savoir s'il ne fallait pas quand même faire en sorte qu'on ait un peu moins de postes dans la fonction publique. Marine Le Pen a dit, mais non, ça c'est des trucs de droite.
Je suis désolé. En Allemagne, 11% par rapport à la population de postes de fonction publique. Et nous, 20%. On n'y arrivera pas. Ceux qui vous disent qu'on doit pouvoir rester à équivalence vous mentent. Parce que la masse salariale, c'est un des grands postes budgétaires de la dépense publique. Moi, je préfère, puisque pour l'instant, on a préféré une fonction publique nombreuse et mal payée, paupérisée. Eh bien, je préfère la revaloriser, mais faire en sorte que, précisément, on ait en même temps des économies. Et là aussi, on a une fenêtre exceptionnelle, puisque la pyramide des âges va nous permettre justement de ne pas remplacer, il le faut dès 2026, des fonctionnaires qui vont partir à la retraite. Donc, on ne coupera pas de poste, d'ailleurs, ni dans la police ou la gendarmerie, ni à l'hôpital, mais dans l'administration administrante, c'est là que les postes de départ en retraite seront les plus nombreux. Voilà, mes amis, un mot pour terminer sur cette droite courageuse. Vous voyez, je pense que j'entends d'ailleurs le président du Rassemblement national de temps en temps évoquer les mains du général de Gaulle. Ah oui, mais c'est... À quoi ça sert d'invoquer les mains du général de Gaulle, de s'en réclamer, si en même temps, on a un programme économique qui est celui de M. Mélenchon? À quoi ça sert? Là encore, je les entends, moi. Bien sûr, nous aussi, on veut relever, on veut redresser le pays, la prospérité. Mais quand on a comme seul mot d'ordre le chamboule-tout, de censurer avec LFI, il y a quelques mois, mon cher Michel, tu t'en souviens, et puis sans doute pour demain, là encore, c'est deux stratégies qui mènent au chaos. Donc nous n'avons pas, là encore, de leçons à recevoir de ce côté-ci de l'échiquier politique. Soyez fiers, mes amis, de ce que vous êtes. Ce rendez-vous de la droite, ça doit être une page qui se tourne pour la droite, pour que nous entrions définitivement dans le XXIe siècle, avec les vrais enjeux, avec ces menaces, mais aussi, comme je vous l'ai dit, ces opportunités. Et nous les saisirons, croyez-moi. Mais c'est aussi une page qui est en train de se tourner pour le pays, pour la France. Parce qu'aujourd'hui, la France va mal. Parce que nos compatriotes, on le sent, sont taraudés. Ils sont pris en tenaille par un sentiment, un double sentiment. Sentiment de déclassement économique et social d'un côté, sentiment de sécession culturelle, je vous parlais du patrimoine immatériel de l'autre. C'est ce qui crée le grand mal-être français. Nous sommes et nous habitons le monde sous cette forme d'État-nation. L'État est bureaucratisé et la nation est archipélisée. Ceci qui renforce justement le mal-être français. Et il faut le soigner. Nous le soignerons. Mais il faut faire le bon diagnostic. Qu'est-ce qui a conduit au déclassement économique et social? C'est le social-étatisme, repris par plusieurs gouvernements, plusieurs présidents de la République. Aujourd'hui, la France a ce qu'on appelle un double déficit budgétaire, vous le savez, et commercial. L'Italie fait des excédents, fait de grands excédents commerciaux. Les deux sont liés. L'excédent commercial, ça veut dire que, tout simplement et concrètement, on consomme plus que ce que l'on produit. On appauvrit le travail français. Et le budget, ça veut dire que l'État dépense plus que ce qu'il ne gagne. Les deux sont liés parce que, comme l'État dépense trop, il lève des impôts, et les impôts levés abaissent notre compétitivité, la compétitivité des entreprises, et augmentent, évidemment, le déficit commercial. Aujourd'hui, le point auquel nous sommes rendus, et je pense que fondamentalement, on peut relever le pays. La preuve, tant de pays autour de nous, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande se sont relevés. Donc nous devons porter un message d'optimisme, un message d'espoir. Mais il faut arrêter les bonimenteurs, les faux prophètes du social-étatisme, mes amis. Ceux qui ont proféré des mensonges pendant tant d'années en disant que la dépense publique faisait la croissance, faisait la qualité aussi des services publics. On a vu ce qui se passait. Les ruraux qui ont vu déguerpir les services publics, les malades qui n'ont plus correctement accès aux soins, les élèves qui voient leurs chances de succès se réduire, sauf s'ils sont nés dans de bonnes familles, qui va compenser culturellement, etc., en termes d'instruction. Tout ça est choquant, évidemment. Déclassement économique qui fait que désormais les Français perdent du niveau de vie. La smicardisation
de la France, la prolétarisation des classes moyennes, évidemment, ce grand malaise que nous devons prendre en compte. Explosion des impôts, partout. Depuis 1995, la CSG multipliée par 10 en valeur, au total. L'impôt sur le revenu multiplié par 3. Les Français le sentent. Et le problème de pouvoir d'achat, il vient de là. Mais c'est le social-étatisme. La dépense publique. Et on leur a dit, mes amis, si vous voulez vivre mieux, il faut travailler moins. Et c'est ce qui a créé l'appauvrissement des Français. Eh bien, nous ferons des propositions, justement, pour rebâtir une prospérité collective, et j'y reviendrai dans quelques instants. Et puis l'autre sentiment de dépossession, ça, ce sont les faux prophètes du progressisme. Ceux qui vous ont dit « émancipez-vous ». Ceux qui vous ont dit les enracinements territoriaux, les ancrages géographiques, les héritages aussi culturels, historiques, les repères anthropologiques. Ces liens sont des chaînes. Ces chaînes, vous devez les briser. Vous devez les briser pour vous libérer, pour vous émanciper. Et ils ont fait advenir l'hyper-individualisme. L'homme délié, désaffilié, délié de ses semblables. Tocqueville avait une phrase extraordinaire qu'il avait prévue bien avant, en disant, et en désignant cet individu comme existant par lui seul et pour lui-même. Nous y sommes, c'est le temps des grandes solitudes, parce que ce programme de désaffiliation, de déliaison, laisse les êtres humains seuls, isolés, coupés de tous, coupés de tout. Qui peut croire que l'État nounou peut remplacer l'affection, justement, d'une filiation? Qui peut croire aussi qu'une nation peut bercer des rêves dans ces conditions-là? Parce que les peuples sont comme les individus. Ils ont besoin de se reconnaître de quelque part, de se reconnaître dans quelques-uns, de croire en quelque chose. Voilà, mes amis, ce type de société n'est pas la nôtre. Parce que nous savons que dans une communauté nationale, ce qui est important, c'est que les uns et les autres soient liés, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances. Nous avons partie liés les uns avec les autres. Les êtres humains ne sont pas faits pour être des monades isolées, mais être en relation avec les autres. C'est ce qui donne du goût à l'existence. Comme on l'a vécu d'ailleurs, pendant tout le week-end, nous étions ensemble. Ça, c'est le modèle de société que nous voulons voir. Et puis, bien sûr, le temps des faux prophètes, du social-étatisme comme du progressisme, ce temps, je le crois, fondamentalement terminé. Ce temps est passé. Et ce que nous voulons, ce que je souhaite avec vous, c'est construire le temps de la France des honnêtes gens. La France des honnêtes gens, ça n'est pas seulement un slogan. La France des honnêtes gens, c'est un espoir. C'est l'espoir de rebâtir du neuf, de rebâtir du neuf sur ce qui tient debout encore en France, en s'appuyant sur celles et ceux qui tiennent à bout de bras notre pays. La France des honnêtes gens, ce n'est pas une France repliée, ce n'est pas la France moisie, ça n'est pas une France égoïste. C'est cette France qui vit quotidiennement la générosité, la solidarité, dans la famille, dans son village, dans son quartier, dans l'entreprise, dans les associations. C'est cette France qui sait parfaitement que si l'État ne peut pas tout faire, la société peut faire beaucoup, beaucoup. Le mouvement associatif, la société civile. Et c'est cette France aussi qui sait par cœur, qui sait d'expérience, qui sait de bon sens que dans une nation, dans une communauté nationale, le sort de chacun dépend des efforts de tous. Et ce qui rend fou, dingue, les honnêtes gens, c'est l'injustice. C'est de voir que ce sont toujours les mêmes qui cotisent, les mêmes qui payent. Ce qui n'allait pas, ce qui ne va pas dans le projet du Premier ministre des 44 milliards d'euros, c'est que beaucoup de Françaises et de Français ont eu ce sentiment d'injustice. Pas les Français qui ne travaillent pas, les Français qui cotisent et qui travaillent justement. 3 exemples, si flagrants. L'année blanche, pourquoi pas? Mais alors, si on ne touche pas, pour partie, à l'indexation des retraites de ceux qui ont travaillé dur, plus de 35 heures, pendant toute une vie, alors il faut plafonner les allocations de ceux qui ne travaillent pas du tout.
Très concrètement, je pense qu'il faut aller au-delà de l'allocation sociale unique ou unifiée. Je pense, et nous l'avons proposé, qu'il faut créer un compte social unique. Pourquoi ? L'État, c'est extraordinaire. Vous avez tous, l'État connaît la situation fiscale de chacun. Pourquoi ? Parce que vous avez un revenu fiscal de référence et surtout parce que vous avez un compte fiscal. Eh bien, ce que nous proposons, c'est qu'en face du compte fiscal, nous ayons un compte social où l'ensemble des allocations sera synthétisé. De l'État, des collectivités, et on pourra plafonner précisément pour que les revenus du travail soient toujours supérieurs d'au moins 30% aux revenus de la solidarité et de l'assistance. Ça, c'est du concret. Deuxième exemple, les jours fériés. Est-ce que vous êtes pour la suppression de jours fériés ? Ah, il y a des oui, il y a des oui, il y a des oui, il y a des oui. Non, franchement, nous qui sommes attachés à la valeur de travail, comment vous voulez... Et parce que, bien sûr, la prospérité collective dont je vous parlais, on ne va pas la rebâtir demain sans mettre plus de quantité de travail dans la machine économique. On a un double déficit de travail en France, puisque c'est nous qui, en heures travaillées, avons la plus petite quantité de ces heures travaillées dans une année. Et en plus, où on n'est pas bon, c'est que celles et ceux qui sont en âge de travailler ne peuvent pas travailler. Souvent les jeunes, parce qu'ils sont au chômage, pour partie, et puis parce que les seniors, souvent, quittent l'entreprise trop tôt. Donc on a un double problème. Mais si on veut encourager les Françaises et les Français à travailler, il faut que le travail paye plus, c'est le problème. Vous avez pratiquement 2/3 de Français. Lorsqu'ils vont avoir une augmentation, ils donneront plus que ce qu'ils recevront. C'est ça que les Français ne peuvent plus comprendre. Comment voulez-vous encourager ? Alors évidemment, si vous abrogez 2 jours fériés sans gagner plus, ça c'est le pompon. Mais ce que nous avons nous proposé, c'est très concret, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce que j'appelle un seuil libératoire, qu'à partir, aujourd'hui c'est 35 heures, ça veut dire 1607 heures. Un seuil au-dessus de ces 1107 heures qui sera discuté, on considère que les Françaises et les Français, ils ont payé leur dû. Ils ont fait leur contribution. Et on ne les emmerde plus. Et tout ce qui sera gagné ensuite sera libre, précisément, de cotisations salariales et patronales. Je ne veux pas vous faire perdre patience, nous y reviendrons. Mais je pense qu'on a trouvé une sorte de quadrature du cercle, ce point d'équilibre, qui va nous permettre de dire aux Français, nous allons vous donner plus de pouvoir d'achat à la condition de travailler plus, et aux entreprises, leur dire, ce pouvoir d'achat, ça ne sera pas l'ennemi de la compétitivité. Et ça, c'est du gagnant-gagnant, avec le compte social unique, avec le seuil libératoire et avec, j'y reviendrai dans un autre temps, avec un revenu justement d'incitation à l'activité qui va justement agréger le RSA, la prime d'activité. Et grâce justement à cette formule-là, à cette proposition qui est neuve, qui est novatrice, on va changer de régime, on va changer d'air, mes amis. Croyez-moi, croyez-moi. Et on trouvera le moyen de réintéresser les Français à travailler plus. Troisième exemple, j'en terminerai. Troisième exemple, dans ce plan des 44 milliards. Attendez. Responsabiliser les Français, très bien. Parce que je pense que le tout gratuit, dans notre système social, ça ne peut plus durer. Très bien. Toucher aux franchises. Mais si on touche aux franchises de ceux qui cotisent, qui donnent de l'argent grâce à leur travail, et qu'on ne touche pas aux avantages des clandestins qui ont une sécurité sociale où on ne leur demande même pas de franchise, comment voulez-vous que les Françaises et les Français comprennent cette injustice ? C'est impossible. Donc, là encore, c'est une question de justice. Toucher, bien sûr, responsabiliser par les franchises, mais de grâce, abandonner l'AME, la transformer en aide médicale d'urgence. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des États européens. Et les clandestins, attendez, ça concerne des clandestins. L'AME, triplée en 20 ans. 1,3 milliard, 1,4 milliard. D'accord ? Ce sont des clandestins. Et c'est 100% des soins pris en charge. Ça ne peut plus durer, c'est la proposition que nous ferons et que nous avons faite déjà.
Bien, mes amis, la France, je voudrais terminer par ce point-là. La France des honnêtes gens, c'est une France qui travaille, c'est une France qui veut la justice, qui ne tolère pas l'injustice. C'est une France qui ne se résigne pas, qui ne baisse pas les bras. C'est la France de ce peuple entreprenant qui n'a pas été découragé encore par le sacro-saint principe de précaution. C'est aussi cette jeunesse conquérante qui n'a pas vieilli brutalement avec les anxiétés. Les jeunes, vous ne faites pas voler votre jeunesse. Vous avez tellement mieux à faire. C'est ce peuple qui était pris de liberté. Cette liberté de penser, de s'exprimer, de choisir son école, de choisir son média, cette liberté qui nous tient à cœur, nous devrons être le parti de la liberté, bien entendu. Et mes amis, pour terminer, et c'est fondamental, la France des honnêtes gens, c'est une France qui en a marre de voir l'impuissance, ce que j'appelle l'impossibilisme, grignoter progressivement les institutions de la République. J'ai été choqué, comme vous sans doute, cet été, de la censure par le Conseil constitutionnel de cette loi que nous avions imaginée après le viol et le meurtre de la jeune Philippine. Cette loi qui consistait simplement à retenir pendant 7 mois les plus dangereux. Des étrangers qui n'ont rien à faire sur notre sol, ils y sont venus en violant nos frontières et notre loi. Ils ont violé, ils ont tué parfois, blessé grièvement. Parfois, ce sont des terroristes. Nous prétendions simplement les retenir pendant 7 mois. La loi européenne, la directive européenne dispose qu'on peut les retenir 18 mois. 14 pays, pas moins de 14 pays européens pratiquent ces 18 mois. Et le futur règlement, justement, dont je vous parlais, retour, prévoit que ce sera 24 mois, sans même que vous ayez un problème de trouble à l'ordre public, pour peu que vous ayez violé notre loi et nos frontières. Et on nous interdit de les retenir pendant 210 jours. Et en réfléchissant, je me suis souvenu, dans un journal du soir, d'une interview de Pierre Rosanvallon, parce que la phrase m'avait stupéfaite. Cette phrase, je vous la cite au mot à mot, parce que cette phrase contient tout de ce que je veux vous dire. Pierre Rosanvallon avait dit « Les juges ont la même légitimité que les élus pour incarner le principe démocratique de la souveraineté populaire. » L'état de droit, mes amis, la source de l'état de droit, c'est la souveraineté populaire. Mais surtout, le principe de l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Si demain on confond les juges, ceux qui doivent juger, ceux qui doivent interpréter la loi, cher maître, avec ceux qui votent la loi, ça n'est plus l'état de droit. Et je veux dénoncer ce qu'a très bien dit Marcel Gauchet, ce progressisme autoritaire. Ils veulent nous faire confondre ce qui doit être, bien sûr, et que je ne conteste pas, un état de droit qui soit un vrai cadre juridique protecteur, qui est fait d'ailleurs pour enserrer l'arbitraire de l'exécutif. Très bien, ça me va, nous sommes pour la liberté et les libertés individuelles. Je suis aussi pour la sécurité collective, des cadres communs. Mais le cadre, ça n'est pas, et ça n'est plus, quand on nous parle de l'état de droit, seulement un cadre juridique, ça devient un cadre idéologique, où on ne peut plus renvoyer des gens dangereux, on ne peut plus les retenir. C'est ça qui ne va pas. Et demain, si il doit y avoir des alternances politiques, sans alternance précisément de politique, comment voulez-vous que les Françaises et les Français le comprennent? Ils disent, mais ça ne sert à rien de voter, puisque quand on vote, on a des gouvernements en alternance, de droite, de gauche, du centre et d'ailleurs, mais en fait, ils font la même politique, parce qu'ils sont ligotés par toutes ces jurisprudences. Des jurisprudences qui, au passage, je pourrais, si j'avais le temps, vous en citer des dizaines, interprètent au-delà des traités, au-delà des textes, sortent des textes. C'est ça que je conteste. Bien sûr que, quand on est exécutif, ministre ou autre, on doit respecter la loi. Mais la loi est la loi. Elle est là pour tout le monde. Le juge doit être, comme disait Montesquieu, des bouches de la loi. Et ça, c'est un principe qui est capital. J'étais heureux, pendant les vacances, où j'avais un peu de temps, de lire le grand pape de la démocratie libérale, Francis Fukuyama. Alors lui, on ne peut rien lui reprocher. Critiquer, justement, cette dérive. Il a trouvé un mot que je trouve excellent et que je reprends. Il a parlé de vétocratie. La vétocratie, finalement, c'est ce qui bloque tout. On est absolument exceptionnel en France.
pour pouvoir bloquer des chantiers, pour pouvoir bloquer des projets, pour pouvoir bloquer des lois, et plus rien n'avance. C'est exceptionnel, la vétocratie. C'est pas Bruno Retailleau, c'est pas monsieur le président, Premier ministre hongrois, c'est Francis Fukuyama. Eh bien, mes amis, notre proposition, ce sera de réconcilier l'état de droit et la démocratie. Dans la démocratie libérale, il y a deux mots. Aucun des deux termes doit prendre le pas sur l'autre. La démocratie, la souveraineté populaire. Le libéralisme, bien sûr. Les écueils, il ne faut pas qu'on ait un libéralisme qui soit adémocratique, qui ne tienne pas compte du vote des gens. Et il ne faut pas, évidemment, non plus, qu'il y ait une démocratie qui soit illibérale, qui marcherait, qui écraserait le droit, qui écraserait y compris le droit des minorités. C'est ce que nous ne voulons pas. Ça n'est pas notre tradition en termes politiques, mais le grave dysfonctionnement aujourd'hui est un dysfonctionnement dans toutes les nations et qui explique sans doute d'ailleurs une grande partie du vote populaire pour Donald Trump. Eh bien, demain, je veux qu'on y apporte un remède. Nous devrons changer la Constitution pour que nous puissions faire des référendums, notamment sur des sujets comme l'immigration, parce que nous n'y arriverons pas sans cela. Et j'ai chargé un groupe de travail de juristes de haut niveau, je ne vais pas citer leur nom parce que non, ils sont excellents, qui nous feront des propositions. Nous y avions à l'époque réfléchi, chère Valérie, en 2022. Il y avait des propositions qui, malheureusement, n'ont pas retenu l'attention des uns et des autres. Mais croyez-moi, ce principe-là, cette idée que le peuple gouverne, parce que c'est ça la question, c'est qui gouverne aujourd'hui? Eh bien, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est la France des honnêtes gens, mes amis. Celle dont on va porter la voix parce que c'est la majorité silencieuse et qu'elle a besoin d'une voix que nous porterons tous ensemble. Mes amis, pour conclure, parce que vous attendez la fin, bien sûr. J'attendais. Je vous ai parlé, j'ai même fait une promesse en parlant d'une droite sans peur. Et pour autant, j'ai une peur, j'ai une crainte qui m'habite et qui parfois me taraude dans les courtes nuits du ministre de l'Intérieur. Cette crainte, cette menace, c'est que demain, d'autres générations, votre génération, d'autres générations, se retournent vers nous pour nous dire « vous n'en avez pas fait assez, vous n'avez pas été à la hauteur du moment que nous traversons, que vous avez traversé ». Ça, c'est une vraie crainte. Parce que vous, j'imagine comme moi, demain, je veux regarder mes enfants dans les yeux, mes petits-enfants, pour leur dire qu'on n'a rien léché, on n'a rien cédé, qu'on a tout donné pour notre patrie. Je veux pouvoir leur dire qu'on a rétabli la France dans son rang. La dette, c'est une question de rang. Une nation qui ne tient pas ses comptes est une nation qui ne peut pas tenir son rang. Vous le savez bien. Nous avons rétabli, j'aimerais tant leur dire, la France dans son rang, et nous avons rétabli la France dans la grande histoire qui commence bien avant nous. Et au moment où je vous parle, vous avez dans vos mémoires, dans vos esprits, les figures de pères, de grands-pères, de mères, de grands-mères et d'autres qui ont tout donné, qui ont tant donné pour modeler le pays, la France que nous aimons, tel qu'il est aujourd'hui. Alors mes amis, cette peur, cette crainte, ça ne doit pas être une paralysie, ça ne doit pas être une tétanie. Au contraire, ça doit être un aiguillon, ça doit être une force, la force d'un serment. Un serment, plus jamais la droite ne sera faible. Un serment, pour nos idées, pour nos convictions, nous ne céderons rien. Et un serment, pour la France que nous aimons, nous donnerons tout. Cette France qui a su conjuguer si bien, je l'ai souvent répété parce que c'est la plus belle définition, ce qu'il y a de plus particulier dans chaque être humain et de plus universel dans tous les êtres humains. C'est ce que nous avons en partage, mon cher Gérard. C'est ce que nous avons au fond de nos cœurs. Alors, mes amis, je vous assure, je voudrais vous en persuader, je sais que vous en êtes persuadés. Si nous sommes fidèles à ce serment, je vous assure et je vous le promets, nous volerons de conquête électorale en conquête électorale pour la République que nous servons et pour la France que nous aimons.